avant, c'était la semaine dernière. Ouais. Trop de queue. Bonjour à tous. Est-ce que vous vous êtes trompé de session? Il y a quoi comme session après hein? Vous venez pour chauffer le siège, c'est ça hein? Il y a un truc intéressant après, c'est ça? Bon. Bonjour, je m'appelle David Gageot, je suis Chief Architect chez Doctolib. Bonjour, je suis Bertrand Paquet, je suis SRE Lead chez Doctolib. Et on va vous parler du chemin qu'a parcouru Doctolib pour chercher une database plus grosse. Quelque chose qui scale plus loin et qui puisse répondre à tous nos besoins. Et un des besoins, certains d'entre vous le savent peut-être déjà, mais chez Doctolib, on a une vision assez particulière de l'architecture qu'on appelle la boring architecture ou la pragmatic architecture. L'idée, en tout cas, c'est de mettre la simplicité au cœur de notre design et puis de toujours regarder le coût au moment du build, mais aussi au moment du run. Et le run, ça intéresse beaucoup les équipes de Bertrand. C'est le base de données, par exemple. Combien ça va nous coûter au moment où on a besoin de la scaler. Il y a d'autres choses qui interagissent dans notre boring architecture, mais aujourd'hui, on va se focaliser vraiment sur Postgres, puisque c'est ce qu'on utilise actuellement chez nous. En particulier, vous avez peut-être déjà vu cette présentation, je ne vais pas passer trop de temps dessus, mais globalement, on a une architecture très simple. C'est du Rails qui tourne sur du Kubernetes. On peut scaler beaucoup avec ça. Là, actuellement, on a tourné jusqu'à 1000 nœuds, 1000 pods pendant la vaccination, mais on pourrait en avoir 2000. Et puis derrière, il y a une très grosse database, Postgres, qui maintenant tourne sur Amazon Aurora. Et ça, c'est un design assez simple, qui nous a amené très loin. C'est à peu près le même design qu'on a depuis 7 ans, avec des petites modifications. Tu veux parler des nombres, peut-être? Okay, alors, pour rentrer un peu dans le concret, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc aujourd'hui, la base de données, elle fait à peu près 25 terabytes. On utilise les plus grosses machines qui sont dispo sur AWS, donc c'est des 24 X large, c'est des machines avec 96 cœurs et il me semble que c'est 768 gigas de RAM. À côté de ça, donc on a un writer, on a 13 readers pour pouvoir absorber la load en lecture. On a à peu près 500 tables. Donc si on somme, ça fait à peu près 1300 vCPU avec 10 terabytes de mémoire. Là, je vous ai mis le trafic pendant une journée. Donc c'est en nombre de commits par seconde. Donc c'est pas des writes, hein, c'est les commits vus par PG. Donc en read, vous voyez qu'on monte à peu près à 250 000 commits par seconde. Et en read, on était à 30-40. J'ai pris une journée standard. Hein, c'est pas une journée exceptionnelle avec un pic de charge dû, par exemple, à une conférence de presse sur le Covid. Donc voilà à peu près les chiffres qu'on a. Voilà. La plus grosse table, on a regardé, c'est des tables d'audit, elle fait actuellement 7 milliards de lignes. Voilà, donc on a tout ça dans une seule et unique grosse base de données. Oui, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est vraiment ce qui sert pour l'application web que vous utilisez ou que les médecins utilisent. On déverse après dans un Redshift pour faire de la BI. Ça, c'est pas de la BI, c'est du transactionnel web. Donc les volumes, bon, à 25 Tera, c'est gros, mais pas très gros. Mais pour une base transactionnelle, c'est quand même costaud. Pour une single... et on n'en est pas arrivé là, comme ça, du jour au lendemain. On va faire un truc compliqué sur Aurora. Bertrand va nous dire comment on a progressé. Hein. Donc, quand les deux CTO ils ont fondé Doctolib, ils ont commencé simple. Hein, ils ont commencé avec du Ruby on Rails sur Heroku, avec un PG sur Heroku. Ensuite, on a dû le sortir d'Heroku pour des questions legals, pour le passer sur un data center de données santé. Donc, on a pris ce qui était sur Heroku et on l'a mis sur des machines bare métal chez un hébergeur. Ensuite, on a eu besoin de puissance, on a dû rajouter des readers. Donc, on a rajouté des readers à côté du writer. Puis, il y a quelques années, on n'avait pas du tout assez de flexibilité avec les machines physiques. Donc, on est passé sur du cloud. Donc, on est passé sur AWS. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a pris les machines physiques, on les a mis sur des instances EC2 standard. Donc, on est passé avec un writer plus X machines EC2 pour faire les readers. Parce qu'en fait, il y avait déjà aussi beaucoup d'autres problématiques liées à la migration sur AWS. Donc, on ne voulait pas tout faire en même temps. Après un an et demi, ça se passait très bien pour le reste sur AWS. Donc on a changé, on a passé la base de données des EC2 sur de l'Aurora. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi Aurora? Aurora, en fait, c'est un PostgreSQL, un quasiment vrai PostgreSQL, mais sur lequel AWS a réécrit la couche de storage. Donc, sous le moteur Postgres standard, il y a une couche de storage qui est complètement custom AWS et qui fait du storage distribué sur un certain nombre de serveurs qui s'occupent de servir les fichiers. Pourquoi c'est cool? Déjà parce que c'est du 100% Postgre. Donc vous prenez votre application, vous la faites marcher sur Aurora, ça marche exactement de la même façon.
Un truc qui est absolument génial, c'est qu'on peut faire de l'autoscaling. C'est-à-dire que comme le storage il est distribué, on peut démarrer une machine pour faire du read dessus, elle est up en 8 minutes. Donc en 8 minutes, vous pouvez ajouter de la capacité pour servir du read. Vous avez 0 data à répliquer. On fait ça toutes les nuits. Avant Aurora, c'était combien de temps Avant Aurora, il fallait répliquer donc, tout le dataset. On était entre 12 et 14 heures. Et on était sur des volumes qui n'ont rien à voir avec ceux qu'on a actuellement. On était aux alentours de 4 Tera. On était déjà entre 12 à 14 heures pour initialiser un reader. Alors que là, toutes les nuits, on descend à 3 readers et le matin, ça remonte tout seul vers... Enfin, ça dépend des trafics. En général, le lundi, c'est plus fort, donc ça remonte à 13 readers. Mais selon les jours, ça s'autodébrouille. Et donc, le nombre de readers autoscale dynamiquement avec le trafic. Un truc qui est génial pour le côté SRI, c'est que toute la partie déploiement est gérée automatiquement. On a du failover automatique, on a du multi-région, on a les backups, on a tout est fait et ça marche plutôt pas mal. Enfin, dernier point, le délai de réplication entre les writers et les readers, il est extrêmement faible, puisqu'en fait, c'est du storage distribué, donc il n'y a pas vraiment de réplication. Et donc, il est quasiment sous la milliseconde. Et donc, ça permet de prendre un certain nombre de raccourcis au niveau applicatif. Même quand on est sur un reader, on sait qu'on a de la donnée qui est quasiment fraîche. Et donc ça simplifie énormément la partie développement. Ce qui est intéressant, c'est que là, actuellement, on tourne sur Aurora, mais tout à l'heure, la slide d'avant, Bertrand nous a fait un accéléré de 7 ans. C'est qu'on a à chaque fois une approche très pragmatique, très incrémentale. Est-ce qu'on a besoin d'être sur Aurora? Non. Est-ce qu'on a besoin de 13 readers? Non. Est-ce qu'on a besoin de ci et ça? Chaque fois, on essaie de prévoir à l'avance. Et c'est ça qui, progressivement, en 7 ans, nous a amené à ça. Et en parallèle d'avoir vraiment investi sur changer le type de base de données qu'on utilisait, on a aussi beaucoup investi sur l'application. Donc, par exemple, on a une instrumentation super précise qui remonte dans Neuralink. Pour chacun des transactions, on sait le nombre d'appels qui ont été faits sur les readers, sur les writers, les temps que ça a pris, on sait tout. On a beaucoup investi là-dessus. On a développé un offload automatique du trafic sur les readers, mais on a dû faire un truc intelligent, c'est-à-dire qu'on ne prend pas juste les selects qui font du read pour les balancer sur les readers. On regarde si une table a été écrite. Donc, par exemple, si au milieu d'une transaction, vous commencez à écrire sur la table account, on sait qu'une fois que vous avez écrit dedans, on ne peut plus aller lire la table account sur les readers, et donc on va sur le writer. Donc on a un système d'offload automatique et sécurisé de la totalité du trafic pour tout balancer sur les readers. Je t'interromps juste sur ça. Ça, c'est un peu notre jargon en interne, mais globalement, ça veut dire que les développeurs, quand ils écrivent le code Rails, ils n'ont pas besoin de penser est-ce que ça va parler au reader, est-ce que ça va parler au writer, est-ce que dans une transaction HTTP qui fait 20 requêtes, est-ce que je dois m'inquiéter de savoir si je l'envoie au reader, au writer? C'est vraiment notre couche applicative qui fait ça. Donc là, on a passé beaucoup de temps. Il y a des mécanismes qui existent dans Rails qui sont grossiers pour nous. Pour notre besoin, on a besoin de faire quelque chose de beaucoup plus fin. Et ça nous a permis d'offloader énormément de requêtes automatiquement, toujours avec cet esprit de le développeur, lui, il s'en inquiète pas trop, on le fait pour lui. Ça, c'est vraiment notre philosophie qu'on essaie de pousser jusqu'au bout. Et on fait pareil pour le load balancing. Ouais, on a eu des problèmes de performance avec le balancing des connexions des requêtes, des connexions Postgre sur les différents readers. C'était pas bien équilibré quand on utilisait les systèmes natifs fournis par AWS. Donc on a dû refaire une micro-couche au-dessus pour s'assurer qu'il y ait un balancing parfait du nombre de connexions sur les databases. Donc dès qu'on a fait ça, tout est revenu à la normale. Et donc maintenant, on a un balancing parfait de la load et du nombre de connexions entre les 13 readers. Et ça, c'est assez peu bas niveau. C'est vraiment au niveau de l'applicatif Rails que tu l'as fait, Bertrand. Et ça montre encore là où nous, on a mis nos efforts. Et on a toujours essayé de faire que Rails ne soit pas le bottleneck. On a réduit la durée des requêtes, etc. Mais on n'a pas trop investi côté PG. Non, c'est parce qu'en fait, on a eu des DBA, mais là, aujourd'hui, on a 0 DBA. Donc, paradoxalement, on a une énorme base de données Postgre, mais on n'a pas assez de compétences Postgre, bas niveau aujourd'hui, actuellement. Hier matin, il y a encore eu un problème sur une requête, et c'est quelqu'un qui est là d'ailleurs, qui a dit le problème, il est là, mais il n'y avait pas de DBA qui était là pour dire c'était ça qui pose le problème. Ça ne nous a pas trop posé de problème, on est allé très très loin avec ça, et c'est aussi le résultat de nos investissements, mais c'est bon de vous le dire pour que vous sachiez où on en est et ce qu'on a fait. Un truc qui est intéressant aussi chez Doctolib, c'est qu'on a un test de perf, un load test, quasiment automatisé. Alors, il y a quand même des gens qui sont obligés d'intervenir, mais globalement, on prend toute la production, on la clone,
on l'anonymise, et puis on va faire des montées en charge automatiques avec le double du trafic. Voilà. Le double du trafic, à quoi ça sert? C'est se dire, OK, on a une approche pragmatique de l'architecture, et notre approche pragmatique, c'est on va essayer de visualiser à quelle distance se trouve un éventuel mur, et si le mur il est très loin, surtout on ne fait rien, on n'agit pas sur l'architecture. Si le mur se rapproche, là on commence à se poser des questions, à discuter, est-ce qu'il faut faire quelque chose? Et voilà les réponses qu'on cherche. Est-ce qu'on a besoin d'une database plus grosse? Est-ce que si on monte de version Ruby ou Rails, est-ce que ça va poser des problèmes? Est-ce que si on monte de version PG, ça va poser des problèmes? En l'occurrence, hier, on avait fait tout ça. Ça ne nous a quand même pas protégé à 100%. Et donc, vraiment, la question qu'on se pose à chaque fois, c'est OK, peut-être qu'il y a un mur devant nous. On est sûr même qu'il y a un mur devant nous. Vous demandez à tous les architectes, ils vous diront il y a un mur devant nous, mais nous, on dit à quelle distance? Est-ce qu'il est temps de rien faire, surtout? Et donc, l'idée qu'on avait, c'est de dire si aujourd'hui je suis capable de faire x2 sans changer toute l'infra, ça veut dire que j'ai au moins 6 mois pour me retourner. Donc, attendons encore un peu, il n'y a pas le feu, on n'est pas obligé de s'occuper tout de suite de trouver quelque chose qui va plus loin. Et ça marchait super bien jusqu'à la vaccination. Jusqu'au Covid. Le mur s'est téléporté devant nous. Et donc, on n'avait pas vu venir complètement. En fait, la vaccination, ça nous a obligés à utiliser des fonctionnalités de Doctolib qui étaient optimisées pour des petits cabinets médicaux ou des cabinets médicaux moyens, pas pour des centres de vaccination qui sont capables de faire 150 vaccins en parallèle. Et donc, on s'est retrouvé à mettre beaucoup de stress sur la base de données, avec beaucoup de problèmes difficiles à expliquer pour nous à des moments de pic. On a commencé à perdre aussi un peu de trust, de confiance en nos load tests, parce que nos load tests, ils nous disaient, t'es tranquille 6 mois, et 1 heure après, tout pétait. Puis, on n'avait pas les serveurs suffisamment gros chez Aurora pour mettre des serveurs plus gros. On avait déjà les plus gros. Voilà. Les load tests, bien sûr, ils ne reproduisent pas 100% du trafic de Doctolib en termes fonctionnels parce que ça serait beaucoup trop coûteux, donc ils ne reproduisent qu'un certain nombre de use cases. Et bien évidemment, avant le Covid, ils n'implémentaient pas le use case prendre un rendez-vous de vaccination. Et donc forcément, quand c'est arrivé, le 13 juillet, il y a 2 ans, ça a été un peu compliqué. Et puis on avait aussi une limite au niveau de notre writer. On a un writer. C'est-à-dire qu'une fois qu'on veut faire plus d'écriture, parce qu'on a des nouveaux produits qui écrivent beaucoup, on est limité par ce writer qui commençait à être vraiment un point de blocage. Et on s'est dit, ça ne peut pas être notre plan long terme. À un moment donné, il va falloir qu'on s'inquiète de ça. Et surtout, il va sans doute falloir plus de 6 mois pour se retourner. Donc, allez, travaillons là-dessus. Et donc, le plan. Donc une fois qu'on a dit ça, on s'est posé un peu, il n'a pas fallu très longtemps, mais en gros, il y avait 2 approches. La première approche, c'était de trouver une base de données mieux qui nous permette de faire x10. Donc c'est ce qu'on va détailler derrière. Mais on savait très bien que la probabilité de succès sur ce truc-là était loin d'être égale à 1. Donc c'est pour ça qu'on a démarré en parallèle un plan B, où on a fait la seule chose qu'on pouvait faire, c'est-à-dire qu'on split la database pour au lieu d'avoir un seul cluster, en avoir X, ce qui nous permet mécaniquement d'augmenter notre capacité à absorber de la load. Le plan B, il ne nous plaisait pas. Hein. Si vous suivez un peu les présentations Doctolib, on aime bien avoir tout en un, une CI, une codebase, un repo, une appli, une database, tout ça en un, parce que c'est plus facile pour les SRI, c'est plus facile pour les devs, c'est plus facile à tellement de niveaux que oui, ça apporte plein de solutions de splitter, mais ça apporte plein de problèmes dont on ne parle jamais. Donc on l'a fait, la mort dans l'âme, et en parallèle, Bertrand, il avait vu chez Google des databases qui scalaient très très loin, et il s'est dit, mais ça existe forcément, le truc qui va répondre à nos besoins. Hein ? Et donc on est allé le chercher. Alors, donc, quand on dit qu'on veut une database plus grosse, qu'est-ce que ça veut dire? Donc la première contrainte, qui est une contrainte énorme, c'est qu'on ne peut pas réécrire toute la codebase. Donc quand on prend une nouvelle database, la contrainte, c'est qu'il faut qu'on plug le code et ça marche à un coût qui est raisonnable. C'est-à-dire qu'on ne va pas passer 1 an ou 2 ans à réécrire la totalité du code. Et donc, il y a la partie code, mais il y a aussi la partie schema, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on ait à réécrire la totalité du schema de la base de données. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne voulait pas, si on fait un move comme ça, c'est un move qui est extrêmement coûteux, et donc on ne veut pas faire un move qui nous permet de faire x2. Si on fait ce move, on veut pouvoir faire x10. Donc on cherchait vraiment une database qui nous emmenait très loin et qui nous permettait de faire x10 par rapport à ce qu'on faisait déjà. Ouais, pas forcément tout de suite, mais un truc où on se dit, on a très bonne confiance qu'avec le temps, ça va nous faire du x10, hein, sans problème.
Exactement. Et puis vous dites pourquoi Postgres, pourquoi pas juste SQL. Alors, on utilise Active Record, ça nous donne une abstraction sur Postgres, mais quand même, avec le temps, à plein d'endroits dans la codebase, on a des choses très spécifiques Postgres parce qu'on a toujours eu une database, c'était Postgres. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on s'y est pris? On a commencé par sélectionner un certain nombre de candidats. Donc les candidats qu'on a testés, c'est Spanner, Yugabyte, Citus et Vitess. Donc cette liste est forcément non exhaustive, donc on en a supprimé un certain nombre. Voilà, donc il a fallu faire des choix, on ne pouvait pas tous les tester. On a choisi ceux-là, il y en a d'autres qui auraient pu être là mais qui n'y sont pas. Et la deuxième chose, ça a été de déterminer comment est-ce qu'on allait bencher ces databases-là. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on change de moteur, il faut faire un certain nombre d'adaptations sur la codebase pour que ça tourne. Donc on ne pouvait pas adapter sur la totalité du scope qu'on avait déjà sur les load tests. Donc c'est pour ça qu'on a choisi un seul et unique use case à tester. Et donc au hasard, on a pris le Covid. Donc j'ai changé les load tests pour les targeter sur un seul et unique scénario qui sont les load tests. On a construit un dataset dédié et on a utilisé le même dataset et le même scénario de load test pour tous les candidats. Ce qui est intéressant par rapport à des benchmarks que j'ai vus 1000 fois dans ma vie entre différents produits, c'est voilà, faire la shortlist, c'est facile, on a les grilles de choix, on choisit sur papier, mais en vrai, nous, ce qu'on voulait, c'était balancer beaucoup de requêtes sur un vrai système, sur cette base de données, et ça, c'est la chose plus difficile à faire, mais nous, on était complètement équipés grâce à nos load tests, et c'est pour ça qu'on l'a fait. Je voulais dire autre chose. Oui, dans les candidats, par exemple, on avait CockroachDB, qui était un très bon candidat sur le papier. Et puis dans notre réseau, on a discuté avec des gens qui l'utilisaient. Ça n'avait pas l'air d'être satisfaisant pour nous, comme ça, sur le papier. Donc on s'est dit, on n'a pas un temps infini, on l'avait enlevé. Mais ça pourrait être un bon candidat pour vous. Alors, ensuite, on a déroulé ce process-là pour chacun des candidats. Donc, c'est assez long. Hein. Enfin, ça ne se fait pas en 5 minutes, ce genre de choses. Donc, la première phase, c'est de charger le schema. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a 500 tables. On utilise des tas de trucs plus ou moins exotiques, plus ou moins compliqués sur Postgre. Donc, charger le schema, déjà, ça peut être compliqué. Par exemple, sur Spanner, les types de données de base ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, déjà, sur cette étape-là, il peut y avoir pas mal de difficultés. Une fois qu'on a réussi à charger le schéma, on démarre l'application Rails sur le laptop, on la branche sur la base de données et on essaye un truc de base, c'est-à-dire se loguer et prendre un rendez-vous. Donc déjà, juste faire ces deux étapes-là, donc qui sont faites sur le laptop, c'est déjà assez challenging. Par exemple, pour Vitess, ça a pris tellement de temps de juste faire marcher un use case pour arriver à se loguer qu'on a juste lâché l'affaire. Le delta en termes de SQL et de choses à réécrire pour faire marcher sur Vitess, c'était beaucoup trop gros. Ouais, Vitess, c'est basé sur MySQL. Voilà. Et c'est là où on voit que SQL est différent d'SQL. Hein. Postgres et MySQL, c'est deux mondes différents. Donc une fois qu'on a passé cette étape-là, il faut qu'on déploie un cluster qui va être capable de tenir la charge à terme, donc il faut faire un nouveau déploiement. Ensuite, il faut charger le dataset. Donc le dataset, il faisait 4 terabytes. Je crois que celui que j'ai le plus rapide, ça m'a pris 3 semaines. Pourquoi c'est aussi long? Parce qu'en fait, il y a des problèmes dans les jeux de données, il y a des problèmes sur le build des index derrière, enfin, il y a des tas de problèmes partout. Donc on itère, on règle les problèmes un par un. Mais charger les 4 terabytes de données sur un autre système, c'est un sujet à part entière. Le plus rapide, je crois, c'était sur Citus, parce que comme c'est du PG, donc là, ça s'est plutôt bien passé. Une fois qu'on a fait ça, on peut lancer les tests de manière unitaire, c'est-à-dire on en lance juste un pour vérifier qu'on n'a pas 100% d'erreur et vérifier un peu quels sont les temps de réponse. Si ça se passe bien sur le test unitaire, on peut enfin envoyer la sauce et faire un vrai test. Donc sur les 3 dont on va parler, qui sont Spanner, Citus et Yugabyte, pour Spanner, on s'est arrêté à la partie unit load test. Yugabyte, on est un peu entre les deux. Et Citus, on est allé au bout, c'est-à-dire qu'on a réussi à envoyer le même trafic que sur la prod. Voilà. Je vous propose qu'on commence avec Spanner, allez, au hasard, hein, et que je vous parle un petit peu de Spanner, si j'arrive à aller sur la slide suivante. Ouais. Il y a des bouts qui ont disparu, c'est ça? La slide, elle est bizarre. Ouais, l'architecture de Spanner, globalement, elle ressemble à ça. Il y a un gros point commun avec le Aurora qu'on connaît, c'est ce stockage distribué. Ce gros point commun, il est primordial. C'est ça qui permet à Spanner d'avoir une architecture autoscalable aussi. On va rajouter du compute, mais derrière, le stockage est distribué. Donc, rajouter un nouveau nœud compute, pour Spanner, c'est facile, comme c'est facile sur Aurora. Et ça, c'était, sur le papier, pour nous, super intéressant. Le stockage, il va faire du sharding, il va se débrouiller, il va faire ça à sa sauce. C'était très similaire à Aurora, encore une fois. Et puis,
on a pu voir que des gens amenaient ça très loin. En interne, chez Google, on avait vu du spanner avec Bertrand aller très loin. Et nous, on s'est dit, bah, on veut essayer. Il y avait des contraintes, hein. Spanner, c'est uniquement Google Cloud, mais on s'est dit, ça vaut le coup d'utiliser ça comme étalon pour les autres solutions. On veut vraiment voir ce que ça donnerait dans le cadre Doctolib. On va aller assez vite hein, sur les pros and cons. Globalement, ce stockage distribué, il marche très bien. Ça nous fait de l'autoscaling, ça nous fait de la haute disponibilité vraiment excellente. Le support de Postgres, il est pas mal. Nous, on avait pu le tester en avance de phase. Je crois qu'ils l'ont annoncé officiellement il y a quelques semaines. On a pu le tester avant. Et l'idée, c'est qu'ils se sont rendus compte côté Spanner qu'avoir une base de données SQL, mais pas compatible Spanner, ça leur enlevait beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de potentiels clients. Et en fait, ils ont construit une surcouche de compatibilité au-dessus. Hein, et ça marche vraiment bien. Ça marche vraiment bien. On n'a eu quasiment aucun changement de schéma à faire. C'était pas rien pour Bertrand. Hein. Après, il y a plein de choses qui lui ont bloqué pour nous. Une des premières choses, c'est qu'on savait qu'on allait devoir réécrire certains bouts de l'application qui utilisaient des fonctionnalités spécifiques à PG. Dans Spanner, il y a plein de fonctionnalités spécifiques qui n'existent pas dans PG, mais l'inverse est vrai. Le full text search, je sais pas, tout ce qui est recherche géographique peut-être aussi. Oui. Des choses, c'est pas un PG. Et en l'occurrence, il aurait fallu réécrire plus de 50% des requêtes, à chaque fois des petites réécritures très simples. Un petit type array à changer par-ci, timestamp par-là, des choses pas très compliquées qui peut-être auraient pu être systématisées et codées dans Active Record ou dans une surcouche côté Rails. On aurait sans doute pu faire des choses un peu ingénieuses, mais il y avait quand même beaucoup de requêtes à changer. Et puis il y avait aussi certaines contraintes assez marrantes, hein. Les 20 joins maximum. Hein. Donc Spanner ne supporte pas plus de 20 joins. Donc on s'est aperçu à notre grande stupeur que oui, on avait des requêtes sur la base de données avec plus de 20 joins. Du coup, on est allé voir les devs et on leur a dit bon. Mais donc voilà, ça a été assez marrant quand on s'est C'est représentatif de notre culture aussi, c'est que dans notre culture, les devs, ils font le code qu'ils ont à faire. Ils ne se posent pas énormément de questions de la perf. Ils vont voir après, avec New Relic et tout, ils vont voir des KPI ou des indicateurs qui montrent que leur application n'est pas forcément perf, mais à aucun moment on va leur dire « tu as utilisé 21 jointures, c'est pas compatible avec PG ». Bah si, c'est compatible, donc ils continuent à le faire. Et puis, est-ce que c'est bien, pas bien? Pour nous, ça nous gênait. Là. Et puis certaines requêtes, comparées à notre PG sur Aura, il aurait fallu les accélérer d'un facteur 1000. Donc là, quand on a vu 1000 avec Bertrand, il a commencé à paniquer un peu. Il s'est dit, est-ce que vraiment on va y arriver? Voilà, on avait des requêtes sur Spanner qui n'étaient pas, je parle pas de requêtes avec 20 jointures, mais qui prenaient 20 secondes, alors que sur PG, elles en prenaient 20 millisecondes. Donc, et il n'y en avait pas une, il n'y en avait pas non plus 10 000, mais il y avait un certain nombre de requêtes sur lesquelles il fallait gagner x 1000. Donc après, Google, ils ont pas mal travaillé, ils ont trouvé des solutions sur comment réécrire les requêtes et tout. Mais par contre, c'était de notre côté un gros boulot, notamment en termes de schéma, de redesign de schéma. Il fallait changer pas mal de choses pour gagner ces trucs-là. Donc c'est pour ça que il y avait quand même des endroits où ça marchait pas très bien. Ouais, et ça c'est assez symptomatique. Hein. C'est que PG, il a un query planner, un optimiseur qui est incroyable. Il est capable de gérer des millions de toutes petites requêtes et des requêtes qui renvoient des millions de lignes avec une très bonne qualité. Et nous, ici, on a une base de données qui n'a pas été créée forcément pour ça. En tout cas, elle a été créée pour des use cases différents. Donc, elle ne se comportait pas de la même façon. Et pourtant, on a été super accompagné par Google, qui à chaque fois était très réactif. Ça nous amène aussi à un des points négatifs, c'est le vendor lock-in. Spanner, je ne sais pas si vous savez, ça tourne uniquement sur l'infra Google, avec, même chez Google, de l'infrastructure vraiment spécifique. Ils ont des horloges atomiques dans les data centers pour pouvoir synchroniser les nœuds justement au niveau stockage et tout. Donc, c'est spécial. Ce n'est pas quelque chose qu'on pouvait éventuellement installer sur AWS, sur du on-prem. Ce n'est pas quelque chose qui était forcément robuste dans un contexte où on ne sait pas trop dans le futur si on ne va pas devoir héberger nos données dans des contextes différents. Pour nous, Spanner, c'était quand même une belle découverte. Hein. On le connaissait sur papier, là on a pu jouer avec, surtout Bertrand. Hein. L'architecture qu'on nous promet sur le papier, elle est vraiment là, elle existe. En revanche, on ne peut pas forcément faire tous les use cases avec. Et notre use case, doctolib.fr, doctolib.de, ça ne tournait pas bien dessus. Si vous n'avez pas peur du lock-in, franchement, essayez de regarder, ça peut vous amener très loin.
Et surtout si vous n'avez pas une énorme code base, voilà, si vous démarrez from scratch et que vous avez la possibilité de démarrer sur Spanner, vous êtes sûr que ça va scaler sur le long terme, ça va scaler, ça pourra vous amener très très loin. Est-ce que tu ne nous parlerais pas par hasard de Citus? Alors donc, en parallèle, on a fait les 3 POC en parallèle parce que comme il y a beaucoup d'opérations très longues, hein, tout a été fait un peu en parallèle. Donc Citus, c'est une approche complètement différente. Donc Citus, c'est une extension au-dessus de Postgre. Donc ça se branche directement dans un Postgre et ça permet de distribuer un certain nombre de tables. Donc, dans Citus, vous avez 2 types de tables. Vous avez les tables de référence, donc, comme celles qui sont en jaune, qui sont donc répliquées sur tous les nœuds. Et vous avez les tables distribuées qui sont shardées, et donc les shards ils sont distribués sur les nœuds. Citus, il vient soit en open source, soit en mode SaaS. Et donc Citus a été racheté par Microsoft. Et donc il y a une offre qui s'appelle Citus Hyperscale qui est faite par Microsoft Azure et qui vous fournit un Citus complètement opéré et avec tout ce qu'il faut, backup, avec toute la partie DevOps qui est fournie avec. Ici, on parle de Citus MX. MX, c'est une feature qui est dans Citus qui permet de distribuer les connexions directement sur les nœuds. Dans le Citus normal, toutes les connexions passent par le coordinateur. Je vous laisse deviner, on a des problèmes de perf directement dès qu'on commence à envoyer de la charge et que tout le trafic passe par le coordinateur. C'est pour ça qu'on est obligé d'utiliser une extension qui s'appelle Citus MX pour pouvoir distribuer directement le trafic entre les différents workers. Au début, quand ils nous ont dit tout passe par le coordinateur, on a dit bah non. Non, c'est pas ça qu'on cherche dans une base de données scalable. On n'a pas ça et on ne veut pas aller vers ça. Alors, qu'est-ce qui est très bien avec Citus, c'est que c'est un vrai Postgre, hein, donc c'est 100% compatible. L'autre truc qui est bien, c'est que le sharding des tables, il est géré de manière complètement automatique et transparente. À part Citus, vous lui dites je veux sharder ça et la clé c'est ça, et il fait tout, et il le fait pas mal. Et surtout, il fait du rebalancing live, c'est-à-dire qu'il va rebouger vos datas pendant que le trafic est là, il va faire tout le rebalancing pour vous. L'autre point qui est positif, c'est justement la partie MX qui permet de distribuer les connexions sur le cluster, parce que sinon avec l'archi, avec un coordinateur en haut, c'est juste même pas la peine, ça ne scale pas. Et enfin, c'est quelque chose qui est à peu près open source. Donc je dis à peu près parce que c'est pas super clair qu'est-ce qui est fourni par Microsoft et qu'est-ce qui est complètement open source. Par exemple, la partie rebalancing live, je suis pas sûr qu'elle soit fully open source, et ça, il faut être sur Microsoft pour le faire. Alors, où est-ce que ça coince un peu? En fait, un des problèmes, c'est que quand vous avez vos tables distribuées et vos tables locales, vous ne pouvez pas faire des joins dans tous les sens. Donc il y a certains joins qui sont interdits parce que entre les locales et les distribués, il n'est pas capable de le faire. Donc ce qui fait que quand vous branchez Doctolib dessus, il y a la moitié des queries qui ne marchent plus parce que les joins ils sont faits dans le mauvais sens. Et donc ça nous oblige à réécrire beaucoup de code et surtout ça nous oblige à repenser un peu la façon dont on a fait le schéma de données de Doctolib, ce qui est extrêmement coûteux. Un autre point est la clé de sharding. Dans un monde idéal, sur Citus, il faut définir une seule et unique clé de sharding pour toutes les tables. Donc, dans l'univers de Doctolib, il y a plusieurs axes pour voir les données. Il y a l'axe patient, il y a l'axe organisation, médecin, cabinet. Médecin, organisation. Il y a d'autres axes sur d'autres produits. Et en fait, Citus, il préférait en avoir un seul. Et donc, ça rend assez difficile de sharder proprement les données. Il faut choisir de quel côté on se met. Et donc, si on se met d'un côté, ça va pénaliser l'autre. Ouais, puis il faut aussi dénormaliser son schéma. C'est qu'il faut aller mettre cette clé de sharding dans plein de tables. Là où ça pourrait être des valeurs dérivées, là, il faut les mettre dans la table pour l'aider à sharder aussi. La haute dispo dans Citus, ils n'ont pas vraiment quelque chose, puisque la seule chose qu'ils font, c'est qu'ils mettent chaque nœud en haute dispo avec un réplica qui est prêt à prendre le relais s'il y a un problème. C'est bien, sauf que déjà, si vous le gérez vous-même, c'est l'enfer, parce que vous avez plein de petits clusters. Et puis niveau coût, vous faites juste x2 sur les coûts pour gérer la haute dispo. On a eu beaucoup de problèmes avec Citus sur la gestion des connexions parce que Doctolib ouvre énormément de connexions sur la base de données et fait énormément de toutes petites requêtes. Citus, manifestement, est bien plus adapté à avoir un gros cluster pour faire des grosses requêtes d'analytics que pour faire des millions de toutes petites requêtes en transactionnel. On a 1000 pods, on a combien de backend Rails qui se connectent à la base? 1000 pods, ça fait 8000 connexions sur le writer. 8000 connexions, ouais.
Et donc même avec un pooler, ça reste beaucoup pour Citus derrière. Hein. Donc on a évidemment du pooling de connexion, mais ça en fait quand même trop pour Citus derrière. C'est dû au fait qu'en fait, quand vous arrivez sur le cluster Citus, il est obligé de réouvrir des connexions derrière sur les autres nœuds. Et donc vous avez un effet d'amplification du nombre de connexions avec la taille du cluster, ce qui fait que ça ne se passe pas super bien. Et enfin, à gérer, c'est compliqué. Bon, quand vous êtes sur Azure, vous cliquez et ça se passe bien, mais si vous voulez le faire vous-même, c'est pas trivial, à gérer. Donc, soit vous êtes lock-in sur Azure, soit vous avez pas mal de complexité à gérer de votre côté. Voilà. Donc, pour résumer, on a l'impression que Citus, ça marche très bien pour des gros clusters qui font de l'analytics, mais pour le transactionnel avec des millions de petites queries, c'est pas fou. Les limitations sur les joins entre les tables locales et les tables de référence, pour nous, c'est juste bloquant. On ne peut pas se permettre de réécrire toute la codebase. Et puis enfin, il n'y a pas d'auto-scaling. Et le fait de doubler les coûts pour juste faire la haute dispo, on parle juste de montants qui sont trop gros, quoi. Ouais. Mais en plus, alors pour revenir au premier point, c'est vrai que c'est vraiment le cheval de bataille de Citus, hein, l'analytics. Ils vous disent, moi j'ai un PG qui permet de faire l'analytics, et ça c'est super, et c'est un facteur différenciant, mais nous on leur dit, bah, on a 0 analytics sur cette base de données. Nous c'est vraiment du transactionnel. Ils ont essayé fort avec nous, ils sont vraiment allés très très loin dans l'accompagnement, mais ce côté vraiment milliers de connexions, millions de toutes petites requêtes, ça a écroulé tout. Hein. Avec Citus, on est monté à 1,5 par rapport à la prod actuelle. Donc on a réussi à atteindre le trafic de prod, on est monté un peu plus haut que le trafic de prod. Mais le x10, moi j'y croyais pas. Déjà vu les difficultés qu'on a eues pour aller à 1,5, le x10 derrière. Ouais, c'était dans la salle machine en train d'hurler « ça va péter !» Voilà, c'est ça. Enfin, le dernier produit sur lequel on a fait pas mal de tests, c'est Yugabyte. Alors pourquoi Yugabyte? Essentiellement parce que l'architecture sur le papier, elle est cool. Donc c'est un réplica de l'architecture de Spanner sans la partie storage distribuée. C'est-à-dire que chaque table est shardée, et chaque shard, c'est un master et 2 followers. Et donc, Yugabyte s'occupe de démarrer les différents followers et masters sur les bonnes availability zones pour avoir une parfaite au dispo si on a un qui tombe pour que ça reprenne tout ça. Donc sur le papier, c'est super cool. Ça permet d'avoir un scaling à peu près infini, puisque vous rajoutez des machines, ça va rebalancer les données à chaud, donc ça va redéplacer les données, donc ça va permettre de scaler. Donc sur le papier, c'est vraiment super cool. Tu peux passer sur le side. Donc, en plus, quand vous branchez, bah, ça marche, quoi. C'est quasiment 100% compatible avec le Postgre. Vous branchez le code, ça démarre, quoi. Et un truc, contrairement aux deux autres, sur Yugabyte, vous pouvez avoir un cluster sur AWS qui a un réplica sur GCP. Donc on a enfin quelque chose qui est agnostique, ça tourne juste sur du YAS, donc vous pouvez déployer ça à peu près n'importe où. Vous avez enfin, vous perdez enfin cette... ça nous a intéressé beaucoup, ça. Hein. Voilà, à ce problème du vendor lock-in. Ce problème du vendor lock-in, en fait, il est arrivé un peu au milieu de projet parce que le contexte politique a fait que on parlait de plus en plus de cloud souverain. Donc c'est pas forcément un super facteur au début, par contre, plus le projet avançait et plus on est devenu. Alors donc sur le papier c'est bien, par contre quand on a testé dans la vraie vie, bah, c'est encore très très vert, comme le disait Gaël ce matin. Donc c'est très early stage. C'est-à-dire que là, en fait, quand on a vu les résultats du Query Planner de Yugabyte, on s'est aperçu à quel point le Query Planner de Postgre était extraordinaire, quoi. Il était capable de sortir le bon plan d'exécution dans quasiment n'importe quel cas. Donc, dans l'état actuel, il faut que Yugabyte fasse beaucoup d'améliorations sur le Query Planner pour avoir une chance d'avoir des temps de réponse suffisants. Voilà. C'est du PG en dessous ou c'est une réimplémentation de PG? Il y a un vrai PG. Il y a un vrai PG qu'ils ont modifié. Voilà, et donc, il reste synchronisation, il reste avec l'upstream, mais c'est un vrai PG. Voilà. Mais pour vous donner une idée, pour arriver à faire passer les load tests, j'ai dû mettre des hints partout sur toutes les queries, quasiment une par une, pour lui dire celle-là, il faut la faire comme ça. Donc quand vous faites ça, ça finit par marcher et vous finissez par avoir des temps de réponse raisonnables. Mais comme je l'ai dit au début, j'étais sur un subset d'un subset d'un subset, donc on ne peut juste pas faire ça at scale chez Doctolib pour faire tourner le code. Donc dans l'état actuel, c'est juste pas possible. Un autre point, c'est que le
coût de chaque table est gros. Donc pour chaque table, pour chaque index, vous avez le sharding, plus les masters, plus les followers. Chacun de ces trucs, c'est un process. Et donc, la conséquence, c'est que vous ne pouvez pas démarrer le schéma Postgre sur une seule machine, quoi. Il vous faut déjà un cluster d'une bonne taille juste pour loader le schema. Alors si après vous êtes at scale, c'est pas un problème, mais par exemple pour les devs, je ne sais pas comment est-ce qu'on fait. Localement, nos devs, ils ont un PG. Hein. Spanner, il y a un émulateur. Ouais. Citus, on fait avec PG. Ouais. Et là, c'est genre... Voilà. Enfin, pour faire du scale-out, comme il n'y a pas de storage distribué, il faut déplacer les données. Alors c'est automatique, ça se fait live, hein, il n'y a pas besoin d'arrêter la database, n'empêche qu'il faut déplacer les données, donc on n'a pas d'autoscaling. Et enfin, on a eu la mauvaise surprise de fin de projet sur des histoires de pricing de licence, mais c'est un autre débat dont on ne parlera pas ici. Voilà. Actuellement, c'est assez cher. Et en plus, comme il n'y a pas d'autoscaling, le prix élevé est compliqué. Nous, on est habitué, voilà, comme tu disais, à avoir une base de données qui est très très basse la nuit. Hein. Moi, j'avais entendu dire quand j'ai rejoint que le PG, quand on était on-prem, le surcoût de le faire tourner sur Aurora était annulé par le fait qu'on avait de l'autoscaling. Hein. Et ça, c'est toujours super intéressant. Et on a nos clients qui sont tous en Europe. Nos utilisateurs grand public sont aussi en Europe. Ça ne sert à rien de faire tourner tout ça à fond la nuit. Hein. Donc, Yugabyte, là, c'est trop tôt. Par contre, dans 6 mois, 1 an, pour moi, ça reste une architecture très intéressante et j'aimerais bien pouvoir le retester. Donc, les quelques tests de scalabilité qu'on a fait, ça marche. Hein, c'est-à-dire que ça rebalance, le trafic est vraiment distribué, on arrive vraiment à faire scaler le truc. Et puis, c'est le seul qu'on a trouvé qui est vraiment multi-cloud native et sur lequel on peut avoir un disaster recovery plan sur un autre cloud provider. Et ça, c'est le seul qu'on a trouvé qui fait ça. Ouais, à la fin, Yugabyte, c'était vraiment un élément intéressant parce que le multi-cloud, c'était le seul à nous donner ça. Et vraiment, pour nous, ça nous débloque plein de portes, ça nous ouvre plein de portes pour le futur. On sentait qu'on avait un problème avec les requêtes unitairement, mais faire du x10, ça n'avait pas l'air complètement impossible vu l'architecture. Et puis le problème de pricing, c'est quelque chose qui peut se résoudre aussi. Pour l'instant, ils essayent d'attaquer certains use cases, et ça marche bien pour eux. Mais pour nous, c'était compliqué. Donc on va les suivre de près. Ouais. Quand je dis qu'on va les suivre de près, ça veut dire aussi que sur les 3 dont on vous a parlé, en fait, on n'en a pris aucun. C'est ça. On n'en a pris aucun. Parce que, rappelez-vous, au début, on vous a dit qu'on a investi beaucoup sur l'applicatif. Hein, et là, ça nous a fait mettre beaucoup les mains aussi dans le PG. Enfin, je dis on, mais c'est Bertrand. Hein, mettre beaucoup les mains dans le PG, aller parler à des experts PG chez Google, chez Microsoft, à parler des experts PG à l'extérieur. Hein, et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que quand même, on pouvait aller très 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 loin avec un PG. Il y a plein de choses encore qu'on pourrait faire avec notre PG. Et voilà, ça c'est un truc qu'on a réalisé et qu'on garde dans un coin de notre tête. Un truc qu'on a réalisé aussi, c'est que les 3 bases dont on vous a parlé, elles ne marchaient pas pour nous. Mais il y a plein de use cases où si vous démarrez de 0, vous pouvez sans doute faire un x10 par rapport à nous, hein, parce qu'on ne l'utilisait pas dans les meilleures conditions. Et la grosse contrainte, c'est justement la portabilité de l'application. Hein. Donc si vous partez de 0, vous pouvez partir sur une de ces databases-là, ça va vous emmener loin. Et vraiment, c'est la migration qui est compliquée. Il ne faut pas se tromper dans le choix, parce qu'elles sont toutes un peu spécialisées dans un use case ou un autre. PG, c'est très généraliste. Et nous, on a profité à plein de ce généralisme depuis 7 ans. Il y a plein de fonctionnalités dans ces autres databases qu'on aurait pu utiliser si on avait eu besoin, si elles avaient existé en PG. Et donc, un des trucs aussi dont on s'est rendu compte, c'est qu'on allait investir plus dans notre compétence Postgres. C'est bête, hein, mais... Ouais, parce qu'on a découvert des choses on savait que ça existait, mais on n'était pas conscient qu'on pouvait l'utiliser. D'ailleurs, je crois que c'est le... ouais, on en parle un peu ici. Ouais. Ouais, on parlait un peu. Donc, finalement, le plan A, on a un peu fail. Hein, on n'a pas trouvé de database pour faire x10. Hein. Voilà, on a peut-être trouvé une pour faire x2, mais certainement pas x10. Et donc, du coup, on continue d'investir massivement sur le plan B. Donc, pour l'instant, la stratégie qu'on a, c'est de splitter au maximum. On voudrait éviter de se retrouver avec 3 gros clusters, donc on aimerait splitter largement, c'est-à-dire faire un peu de l'isolation fonctionnelle. C'est-à-dire chacun des
des blocs fonctionnels dans l'application, on essaie de le redécouper au niveau base de données pour l'isoler complètement fonctionnellement. Néanmoins, ça implique qu'on arrive à casser tous les joins qui sont entre les tables et qu'on ait des lots de tables qui soient isolés. Et ça, c'est pas forcément facile. Et donc, c'est là qu'intervient le Foreign Data Wrapper pour justement qu'on puisse déplacer un certain nombre de tables tout en permettant de faire des joins entre ces tables-là. Qui connaît les Foreign Data Wrapper dans PG, hein? Ouais, quelques-uns. Bah, on était un peu comme ça avec Bertrand aussi. Pour nous, c'était un jouet intéressant. Voilà. On a découvert que ça pouvait être plus qu'un jouet intéressant, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être tu vas l'écrire mieux que moi, donc je te laisse faire. En fait, l'idée, c'est de dire la table, elle n'est pas locale, elle est sur un autre PG. Et donc, ça permet de... C'est juste une couche d'abstraction, mais l'immense intérêt, c'est qu'on peut toujours continuer à faire des joins. Donc, vu de l'application, la table, elle n'est plus là, elle a été déplacée sur un autre moteur, mais on peut toujours l'adresser exactement de la même façon. Alors, c'est pas gratuit, hein, ça permet... Les plans d'exécution changent, il peut y avoir des problèmes de perf et tout, mais ça nous permet de déplacer des tables sans quasiment réécrire l'applicatif et surtout sans faire ce découpage fonctionnel qu'on a beaucoup de mal à faire au niveau du code. Ouais, parce qu'on a des endroits dans le code où maintenant on a commencé à les extraire. Donc on prend... Allez, ça c'est 6 tables. Hein. C'est 6 tables, tac, 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 on découpe toutes les jointures au niveau applicatif. On les met dans un schéma à part et hop, on les fait tourner sur une DB2 parce qu'on a actuellement non pas une base chez Doctolib, mais 2 bases. Hein. Ouais. On a un deuxième Aurora. Mais pour aller plus vite, les Foreign Data Wrapper, on peut dire OK, on prend ces 12 tables au hasard hein, et on les déplace sur un PG qui est en deuxième ligne, derrière un PG frontal. Pour nous, les Foreign Data Wrapper, c'était bien pour aller faire des requêtes dans du S3, dans une base de données NoSQL. Il y a des adaptateurs pour différentes bases. Et on ne s'était pas dit que PG vers PG, c'était super en production. Hein. Et en l'occurrence, ça devient de plus en plus sérieux en production. Hein. Et au bout, il y a 3 ou 4 boîtes qui nous ont dit il faut que vous utilisiez Foreign Data Wrapper pour sortir de la load. On s'est dit qu'en fait, finalement, c'était peut-être une vraie solution. Voilà. D'ailleurs, s'il y a des gens qui ont des avis, qui ont vécu ça en production, je serais très très intéressé d'avoir une discussion avec eux. Voilà. Donc voilà un peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui. C'est tout ce qu'on avait à vous dire aujourd'hui. Il nous reste encore 3 minutes si vous avez des questions. Mais merci à tous d'être venus. Hein. C'était vraiment super. Bonjour, merci pour votre présentation. Je n'ai pas du tout les mêmes métriques, hein. Je suis bien en dessous sur ma base de données, mais on a anticipé une montée en charge sur certaines tables. Et on a vu les partitions comme un bon cas. Et vous n'en avez pas du tout parlé. Est-ce que vous les utilisez déjà? Est-ce que c'est sensible? Non, actuellement, on a 0 partition. Donc, on a la table appointment qui contient tous les appointments de Doctolib depuis le début. Je crois qu'elle est à 6 milliards de lignes. Donc elle n'est pas partitionnée. C'est un truc qu'on peut faire en même temps que Foreign Data Wrapper, c'est-à-dire utiliser Foreign Data Wrapper et le partitioning en même temps pour bouger certains bouts de la table sur d'autres serveurs. C'est peut-être quelque chose qu'on va faire, mais pour l'instant, on regarde plutôt Foreign Data Wrapper que les partitions. Mais clairement, c'est quelque chose sur lequel on veut bosser dans le futur. Okay, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et ça a l'air vraiment très, très intéressant pour ce genre de use case. Ouais. Là-dessus, pour l'instant, on l'a vu et on ne l'a pas fait. Hein. Voilà. Vous avez parlé des performances que vous cherchiez à atteindre avec le x20, même dans 20 secondes versus une seconde avant. Mais est-ce que du fait d'avoir une DB distribuée et les latences que ça induit, ce n'était pas quelque chose d'illusoire d'essayer d'atteindre des hauts minimums, la même chose que ce que le writer avait, puisque c'était du disque local et des latences beaucoup plus rapides? Si vous prenez Spanner, comme en fait les writes sur Spanner, ils sont distribués. Si le système il permet de faire de la distribution des writes, faire un x10 avec à peu près les mêmes temps de réponse, c'est pas si absurde que ça. Là, en fait, le problème, c'est qu'on a un seul writer et donc c'est lui qui scale pas. Mais si on avait un système pour distribuer les writes de manière propre, non, c'est pas complètement illusoire. Alors oui, effectivement, on va pas faire x10 avec exactement les mêmes temps de réponse. Je pense qu'on aura une petite dégradation sur les temps de réponse, mais pas forcément super importante. Ouais, puis là, le problème qu'on a aussi, c'est sur des reads. Sur des reads, souvent, le query planner, c'est lui qui fait toute la différence. Hein. On l'a vu avec Yugabyte, quand tu mettais les ints, tout à coup, bam, x100, x1000. Et on a la même chose avec Postgres. Hein. Quand tu utilises le mauvais query plan, le mauvais plan d'exécution, c'est une catastrophe. Et on a d'ailleurs toutes les statistiques qu'on a dans PG qui essayent d'aider le query planner. Hein. Elles sont assez fausses vu la quantité de données qu'on stocke et les différences entre les différents utilisateurs qu'on a, la PHP ou un médecin généraliste. Donc le query planner, c'est le nerf de la guerre et ces différentes databases
si elles travaillent dessus, elles sont capables d'aller à des x20. Ouais, mais quand on voit l'effort d'engineering et la qualité de query planner de Postgre, par exemple sur Yugabyte, le temps qui rattrape le retard, ça ne va pas se faire instantanément, quoi. Une question, merci pour la présentation. Je voulais savoir comment vous gériez le DRP. Est-ce que vous êtes en actif-actif Postgres sur 2 régions? Non, on est en actif-passif, c'est-à-dire que Aurora nous offre ça entre guillemets gratuit. C'est-à-dire qu'on a un réplica dans une 2e région, et donc on est capable de basculer la totalité de la production sur la 2e région. On promeut la 2e région et on bascule toute la partie Kubernetes en même temps, et donc on peut passer sur la 2e région. Donc c'est un exercice qu'on fait tous les quarters. Une fois par quarter, on passe une semaine sur la 2e région. On passe sur la 2e et on revient. Voilà. Et donc c'est entre guillemets gratuit, c'est fourni par Aurora. On l'a plusieurs fois utilisé donc on le fait tous les quarters dans un sens puis dans l'autre, et on l'a utilisé plusieurs fois en crise aussi. Ça marche bien. Ça répond à la question? Je savais plus qui l'avait posé. Oui, merci. Alors, vous n'avez pas opté pour l'option A de changer la base de données, mais est-ce que vous aviez déjà réfléchi à la stratégie de migration pour ne pas faire de problème pendant la production, de tout switcher les données? Alors, que ça soit, je crois que sur Spanner IA, sur Citus, il n'y a pas de problème, mais dans tous les cas, on peut relativement facilement avoir un outil qui permet de répliquer en live les changements, c'est-à-dire pour avoir les deux synchronisés pendant une certaine période de temps, et ensuite on fait un switch. C'est exactement ce qu'on avait fait quand on était passé de on-prem sur le cloud. On avait mis en place de la réplication, donc la physique Postgre entre le physique et le cloud, et à un moment on switch. On avait utilisé la réplication logique quand on avait eu des problèmes. On avait tapé les limites sur les int et les big int. Et donc, on avait 2 clusters. Donc, on avait plein de primary key qui étaient définis en int, et on allait atteindre la limite des int. Et donc, il fallait tout passer en big int. Donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait un 2e cluster. On avait mis en place de la réplication logique entre les deux. Et quand tout était synchronisé, on avait fait une opération la nuit. On coupe pendant 5 minutes et on switch sur l'autre. Pour une migration sur un autre moteur, c'est évidemment un peu plus compliqué. Il faut le préparer, mais le plan, c'est exactement le même. C'est-à-dire qu'une nuit, on coupe pendant le temps qu'il faut, si possible moins d'1 heure, pour pouvoir changer de moteur. Mais on est obligé d'avoir ce système pour transférer les modifications entre les différents moteurs. Mais on le fait régulièrement. Là, comme on a une database numéro 2, on a fait la même chose pour migrer des tables dessus. Et ça, on commence à être bien rodé pour faire ça de façon comment dire, industrialisée. Industrialisée, ouais. Une petite dernière question. Non, encore 2 minutes. Ouais. Doctolib en Allemagne, c'est complètement séparé ou c'est la même application? Complètement la même. Le chiffre 1 chez nous, il est intéressant. 1 DB, un back-end. Et donc, l'Italie, l'Allemagne et la France sont servis depuis la même DB. Et là, vous pourriez dire, mais pourquoi vous ne shardez pas? Et on se pose régulièrement la même question. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'actuellement, la taille des données en Allemagne, c'est beaucoup plus petit que la taille des données en France. Donc, si on sortait toute l'Allemagne, on ne résout pas notre x10. Donc, on s'est dit... et puis, il faudrait réécrire une bonne partie de l'application. Donc, pour l'instant, on n'est pas parti vers ça. Mais peut-être qu'on va y revenir à un moment donné en investissant un peu sur du sharding au niveau PG. C'est toujours quelque chose qu'on a en tête. Et on se dit, est-ce que ce n'est pas le moment de découper les pays? Non, pour l'instant, ça va. Bonjour. Vous avez dit que pour vos tests de charge, vous anonymisiez la base. Oui. Qu'est-ce que vous faites exactement comme méthode? Alors, pour faire l'anonymisation, pour chaque table, on a défini quels sont les champs qui sont à anonymiser. Alors, si vous voulez savoir comment ça marche techniquement, on fait un PG dump de la prod, on restaure le schéma sur un autre... on a une machine sur laquelle il y a un PG, on restaure le schéma, on ajoute un certain nombre de triggers, un trigger par table qui va faire l'anonymisation, on reload les datas, à ce moment-là l'anonymisation se fait vraiment, on finit la reconstruction du schéma et ensuite on a notre dump anonymisé. Et on définit par table les champs qu'on veut anonymiser, c'est fait par des triggers au moment du PG restore. Et comme d'hab aussi chez nous, de toute façon maintenant toutes les données médicales elles sont chiffrées de bout en bout, donc on n'a même pas besoin d'y toucher. Voilà. Elles sont anonymisées by design. By design. Voilà. Bonjour. Est-ce qu'il n'y a pas un problème sur ce choix finalement de monolithe au niveau de l'application, de la base de données? Vous êtes une boîte qui risque de scaler beaucoup. Vous voulez faire du x10, vous aurez peut-être besoin de x50 bientôt, je vous le souhaite.
Et est-ce qu'il n'y a pas un truc au niveau du design de l'appli à revoir pour découper les services et avoir quelque chose qui va pouvoir faire des scaler microservices. naturellement? Non, sans parler de Ouais, mais- microservices. Une séparation, une revue du design. C'est une bonne question, c'est une question qu'on se pose tous les jours depuis que la boîte a été créée. Je pense que la question, elle existait déjà dans la tête de ceux qui ont créé la boîte. Et à chaque fois, ils disaient, tant que le mur il est dans moins de X années, certainement pas. Parce que ça viendrait avec tellement de surcoûts. Voilà. Maintenant, si on regarde en détail ce qu'on fait, on le voyait un petit peu sur la slide précédente, notre monolithe Rails, on est en train d'identifier des composants à l'intérieur. Donc ces composants, ils sont dans la même code base, c'est des appels mémoire, mais on est en train d'identifier des API entre composants. On est en train d'identifier des boundaries, je ne sais plus le terme. Bref, on est en train d'identifier des composants. Et ça aussi, ça nous aide à splitter sur la base de données. Ça nous aide dans notre approche de scale-up. Mais on ne veut surtout pas avoir 3 produits qui utilisent 3 DB, qui tournent sur 3 infras différentes. Voilà, on essaie de trouver le bon juste milieu et c'est toujours vers le monolithe qu'on est attiré. On n'a pas vu les limites encore du monolithe à ce point-là. Techniquement, pour l'instant, le monolithe ne pose pas de problème. Je ne sais plus qui c'est qui me demandait hier si on avait des problèmes de scalabilité sur le monolithe. Non, sur la partie Rails, il y a 0 problème de scalabilité, il suffit de rajouter des serveurs. Tous les problèmes de scalabilité qu'on a, enfin pas tous, mais 90% des problèmes qu'on a, ils sont sur la database dessous. Donc sur la database dessous, voilà le plan actuel. Donc comme on commence à couper au-dessus, on va faire exactement la même chose, on va commencer à couper dessous. Mais pour l'instant, il n'y a pas du tout de refonte qui est prévue pour splitter complètement ça en microservices avec des technos différentes ou d'autres choses actuellement. Ce n'est pas du tout la stratégie qu'on a actuellement. Merci à tous. Merci.